Podcast. Est-ce que tu es hypé par la Dub d'ici? Anthony. Assieds-toi, faut que je te parle. Tu vas passer la journée. Tu connais cette chanson ou pas, Anthony? Oh, tu connais pas cette chanson, Anthony. Tu connais pas Confession nocturne de Diam Civita, Anthony. Écoutez, dans la rubrique écoutez, on mettra le lien de Confession nocturne. Parce qu'il faut absolument, Anthony, que tu fasses la connaissance de ce monument de culture qu'est ce morceau. C'est très important. Tu m'as dit la même chose sur The White Lotus et j'ai des choses à dire sur le sujet. Oui, parce que je pense que je vais froncer le sourcil sur ton avis sur White Lotus. Et parce que j'aime bien quand soit on est d'accord, soit on est dans des accords, mais de manière consensuelle. Et là, je crois que... Tu sais quoi Regardez. Ah The ouais, White d'accord. Lotus. Bon, on parlera de la date après, par contre, c'est important. Hein. Uh-huh. Alors, White Lotus, vas-y, parle-moi de White Lotus. Le seul truc qui m'a fait un demi-sourire, c'est cette phrase « C'est un pénis. C'est pas comme si c'était un coucher de soleil. » Qui est une phrase qui te parle plus à toi qu'à moi d'ailleurs, mais par ailleurs très vrai. J'arrive pas à accrocher. Je vois l'idée. Ouais. Photographiquement, c'est très très bien. Le choix de la musique, les références cinématographiques, notamment dans la saison 2. Tu sens qu'ils ont étudié leur cinéma italien. Oui, il y a un effort. Tout ça est très beau. Je trouve ça terriblement chiant. Oh. Mais je vois complètement l'idée. Ou alors, je sais pas, peut-être que j'en ai la mauvaise idée. Sur my canal, il y a marqué comédie satirique. J'ai du mal à voir la comédie, et tu sais quoi, j'ai même du mal à voir la satire. Ah, alors par contre, t'es pas le seul à me dire ça. Ça, c'est un bon point. Parce que, en fait, il y a eu une petite... Certains critiques disaient que justement, il était trop justement, consensuel avec les sujets dont il traitait. Et que la critique était trop légère, presque bienveillante en fait. Et le facteur de choc... pour traduire littéralement cette expression anglo-saxonne, passe par l'image. La scène de la valise dans le dernier épisode de la première saison, par exemple, pour ne rien spoiler, où cette appétence à montrer des culs et des bites. Il y a beaucoup de culs. Beaucoup de culs. Et où je comprends que c'est fait pour être choquant, je trouve ça assez mièvre, finalement. Tu vois, c'est pas comme Saw quand Saw est sorti, quoi. Il y a un côté, oui, c'est bon, on a vu, on a fait, quoi. Et du coup ça passe par l'image et ça passe pas nécessairement par la narration et par le discours, alors que putain ça blablate. C'est vrai. Donc je vois l'idée, je vois comment ça peut acquérir un statut culte. J'accroche pas. Mais par ailleurs c'est très bien cinématographiquement, photographiquement, musicalement, tout ça c'est de fort bonne facture. Je crois que j'aime pour deux raisons. La première, c'est que je regarde très peu de choses qui sont un peu, je dis bien un peu, avec beaucoup de guillemets et beaucoup d'astérisques, un peu sérieuses en tant que série. C'est-à-dire que c'est une des séries les plus... Tu vois, il y a quand même des petits enjeux, il y a des petites... Bon, voilà. Et il y a des portraits psychologiques qui, voilà, bon, évidemment, en tout cas, il y a une volonté de retranscrire des archétypes, des trucs comme ça, des évolutions de personnages, bon, voilà. Et en général, quand je regarde une série, c'est des choses soit très comiques, je regarde très peu de choses dramatiques, donc c'est ce qui se rapproche le plus de quelque chose de dramatique pour moi. Donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien, c'est que ça me fait explorer quand même quelque chose d'un peu nouveau que j'ai pas l'habitude de voir. Je parle vraiment de moi personnellement, hein, et j'apprécie l'esthétique, j'apprécie tout ça, donc ça m'amène en fait vers quelque chose de différent, ça m'ouvre des horizons, pourquoi pas, très bien. Et l'autre point évidemment qui fonctionne bien avec moi, c'est que c'est très c'est du mime matériel, quoi. Oui, ouais. Je veux dire, Jennifer Coolidge, enfin voilà, c'est quand même des icônes instantanées, tu vois, la pop culture s'en empare immédiatement, et ça résonne avec un certain type de public tout de suite, enfin c'est calibré, quoi, aussi. Mais il y a presque un côté collection de mèmes, tu vois. Oui. Avec, mais entre deux mèmes, il y a un quart d'heure de filler. Qui, encore une fois, esthétiquement est très joli, ou même théoriquement est très joli, mais parfois il y a un peu de mal à faire avancer la narration, quoi. Oui, peut-être que ça gagnerait à être un peu plus court. Peut-être.
Ça, c'est ce que je me suis dit en regardant, c'est vrai. Mais ok, écoute, je comprends après, il y a aussi une question de goût, je comprends. Mais je vais aller au bout, je crois qu'il me reste 2 épisodes. Oui, il faut, là, je veux dire, c'est rien. Parce que voilà, c'est rien. Mais oui, j'accroche pas. Mais tu vois, je lui ai donné une chance. Écoute, je te remercie de l'avoir fait. Bravo. Je suis pas sûr que je donnerai une chance à Diams et Vita. À qui? Tu m'as dit Diams. Ah, pardon. Vita, non, en fait, je sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai écouté, enfin, j'ai entendu des choses totalement différents. Tout va bien. J'ai juste fait un brain fart. Est-ce qu'on peut parler des gouttes de Dieu? Oui, dans cette série. Le dernier épisode sort dans quelques jours, là, vendredi. J'ai très hâte. Alors, je vois ce que tu voulais dire avec le français. Je trouve ça quand même un peu plus naturel que dans Emily in Paris, où vraiment tu sens le français passer par Google Translate. Horrible. Il y a même des expressions colloquiales, des niveaux d'élision différents selon les générations. Il y a vraiment un côté, ça c'est des jeunes, ça c'est des vieux. Enfin, c'est pas si pire, quoi. Non, ça s'améliore aussi, j'ai l'impression. C'est-à-dire que genre le 2-3e épisode, il y a un moment un peu chelou, et après c'est quand même beaucoup plus fluide. Oui. Et j'aime bien l'idée qu'on soit parvenu à un point où c'est naturel qu'une série puisse avoir 5 langues. Et ça passe. Ça, c'est ton côté œcuménique, ça. Totalement. Mais j'aime bien l'idée qu'on en soit parvenu à un point où on attend que le spectateur soit pas gêné par le fait qu'il y ait 5 langues et qu'il va être collé aux sous-titres. Il y a un niveau de base qui a été monté très haut. Oui, c'est vrai. Alors que les gens disaient je veux pas regarder Arte parce que les sous-titres, et maintenant de toute manière il y a les sous-titres. De toute manière, même sur des trucs en français il y a des sous-titres puisque c'est tellement mal mixé que t'entends rien. C'est pas faux. Mais ça j'aime bien. Et par ailleurs oui c'est alors évidemment que c'est un manga qui a été adapté, évidemment que voilà c'est non. Oui, les ficelles, quoi. Tout cela est absurde, mais... Totalement absurde. Mais c'est pas mal fait. C'est bien, hein. Moi, ce que j'aime quand même beaucoup, c'est toujours le point de départ, qui est la reconnaissance d'une expertise de niche et du travail acharné et comment dire... asocial et enfin enfin la passion déchirante pour quelque chose, tu vois, qui dépasse et l'œuvre d'une personne pour l'entièreté de l'humanité, quoi. Et j'aime beaucoup ce côté-là. Mais tu vois le manga dans toutes les expressions qui sont à 11, tous les enjeux qui sont à 11. C'est vrai. C'est pas juste une collection de bouteilles dont il faut hériter, c'est la plus grande collection de toute la planète qui coûte des centaines de millions. Si c'était que ça encore, mais c'est genre oh, je dois aller en Italie, d'accord, vas-y. C'est ça. Tu fais 3 fois le tour du monde, ton bilan carbone est affreux, tu changes 12 fois de fuseau en 48 heures. Ah ouais, puis 0 jet lag, y'a pas de problème. Et c'est ça, et par ailleurs t'es fraîche le lendemain devant les caméras, quoi. Et puis t'es exclu de la famille, mais t'as quand même un appartement de 300 000 km². Mais... mais pourquoi pas, écoute. Mais dans le genre dramatisation d'un manga ou d'un animé, c'est mieux que Cowboy Bebop, quoi, tu vois. C'est raisonnable, quoi. Bah ouais, et puis l'image est tellement belle. Oui, c'est très bien filmé par ailleurs. C'est super joli. Et franchement, tout le monde joue tellement bien. Genre, je sais pas, c'est très archétypal et tout, mais c'est vraiment... Non, c'est très bien, bonne surprise. Enfin, Apple TV, tu vois, c'est vraiment curieux. Hein. C'est un produit... pour le coup, c'est plus un produit Apple qu'Apple Music. Parce que la manière dont... j'aime bien ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Apple Music, c'est vraiment un côté protubérance verrue un peu étrange, quoi. C'est une mariage contre nature, c'est un peu chelou. Là, on voit quand même enfin, même dans les trucs ratés, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a sur Apple TV, il y a une... TV+, pardon. Il y a une démarche. Et je crois que la démarche enfin, il y a un fil directeur dans la démarche, globalement, tu vois. Et ça se voit. C'est pas Netflix, quoi. J'aimerais bien savoir qui dit oui et non. Mais tellement parce qu'il y a forcément un cahier des charges aussi, tu vois. Évidemment, il laisse le champ libre et tout ça, mais quel est le cahier des charges? Quel est l'élément qui fait pencher la balance, quoi? Parce qu'il y a des choses qu'on sait, genre le méchant n'a jamais d'iPhone. Oui. Il faut qu'il y ait des appareils Apple partout. Et là aussi, c'est assez absurde. Il y a quand même, genre, j'étais surpris. Je me disais ça justement à un moment où
où il y a une confrontation entre le fils et la mère est sur Android, effectivement. Mais parce que c'est une méchante. C'est une méchante. Mais la journaliste est sur Surface. Mais ça, je crois que c'est du spoil. Ah merde. Ah, j'avoue, j'ai un peu pensé à ça. Putain, merde. Mais parce que sur Apple Music, ils choisissent pas. Sur Apple Music, c'est le catalogue qui est ailleurs par ailleurs, et la seule chose qu'ils choisissent, c'est la présentation et la technologie. Et tu le vois, par exemple, la différenciation par le Dolby Atmos, qui fait tout l'intérêt, ou par le classique, qui fait tout l'intérêt d'Apple Music, mais le fond de catalogue est le même partout, et c'est pour ça que j'ai pu passer sur Qobuz sans rien regretter, quoi. C'est à la... Bah non, je comprends pas. Tant les interviews avec Mystique, moi c'est ma vie. Ah, c'est vrai que vraiment, Code Radio, là, ça me manque terriblement. Bah, je sais. Et Rocket Hour, hein? Bah ouais. Mais alors que là, non, c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent diffuser. Et même s'ils achètent beaucoup, je veux dire, c'est pareil, c'est eux qui choisissent ce qu'ils achètent. Ouais. J'aimerais vraiment savoir à la fin qui dit oui. Je suis très curieux aussi. Quelle psychologie ça expose, Apple TV+. C'est beaucoup plus intégré, et j'aime pas Apple Music pour beaucoup de raisons, mais une d'entre elles, c'est le fait qu'il y a une sorte de, je mets des guillemets encore une fois, soumission d'Apple à l'industrie musicale, parce que c'est elle qui décide, c'est pas du tout Apple. Et il y a une industrie cinématographique, mais c'est différent. C'est différent. Même s'il y a des choses qui sont parallèles, tout ça, enfin, il y a certaines choses qui sortiront jamais sur Apple TV+, et d'autres qui pourraient que sortir sur Apple TV+. Et mais en même temps, Ted Lasso, quelque part, le problème de Ted Lasso, c'est que c'est devenu un produit de l'industrie cinématographique. Oui, c'est vrai. Oui, ça a pris le truc à rebours, c'est vrai, t'as raison. Ouais. C'est-à-dire que maintenant que c'est un produit du Sérail, qu'il est multi-récompensé, que c'est devenu ce truc informe que c'est devenu. Et je sais que certains qui nous écoutent sont pas d'accord avec ça, et nous le font savoir. On les salue. Je vous aime quand même, mais vous avez tort et j'ai raison. Donc le numéro d'Anthony, c'est le 07. J'ai aussi vu, et pour le coup c'est sur Netflix, The Diplomat avec Kerry Russell, qui est une super actrice qui porte ça vraiment toute seule, même si Refa sur elle marche pas mal non plus. Et il y a des choses qui vont pas, évidemment. Une diplomate, même une ambassadrice américaine ne traite pas face à face 100 personnes dans le bureau avec le Premier ministre britannique, mais vraiment pas mal. Et c'est pour le coup c'est l'inverse de White Lotus, c'est très condensé. C'est-à-dire que les épisodes durent 50 minutes et il y a pas 30 secondes à jeter, quoi. Ah ouais. Donc ça marche plutôt pas mal. Et il y a je suis très heureux de savoir qu'il y a une deuxième saison. Parce que oui. Elle a été renouvelée tout de suite, quoi. Et oui, ça va être long de patienter jusqu'à la deuxième saison. Alors, moi, je confonds totalement avec... quand j'ai vu The Diplomat, en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Il parle de la série de Ryan Murphy. Mais c'est pas celle-là. Non. Mais... j'ai toujours pas trouvé le nom. Je suis mauvais en Google. C'est The Politician. Voilà. Donc, aucun rapport. Et je vais donc me taire à tout jamais. Est-ce que t'as regardé d'autres choses ou est-ce que écouté? J'ai commencé tout juste à regarder Unstable, donc je vais pas encore en dire grand-chose. J'ai vu 2 épisodes seulement, donc... Mais je pense que je vais avoir le même avis que toi là-dessus, sans trop de problème. Eh ben écoutez alors. Par contre, j'ai écouté deux choses. Merci de faire cette transition de qualité. J'ai écouté ce que tu m'as conseillé d'écouter, qui était Resound Nick de Moby. NYC, bien sûr. Écoute. C'est pas désagréable. Ça, c'est tellement français de dire ça. Je suis vraiment un fils de pute. C'est pas désagréable. Non, c'est plutôt bien. En fait, on dirait... c'est surtout les chanteurs qui nous ont cette impression-là, c'est qu'on dirait un peu un jam entre amis, tu vois. Genre, il s'est dit, tiens, tu veux faire ça? Ok, vas-y, j'aime bien. Et genre, tu sais, parce que le chant n'est pas forcément entièrement parfait, des fois, c'est un peu à côté, de ça, mais genre, bonne ambiance, ça. Sauf que c'est un jam à l'ampleur d'un orchestre philharmonique, quoi. Mais c'est vraiment pas mal. Enfin, c'est assez chaleureux, je trouve. Il y a des morceaux qui s'y prêtent très très bien, d'autres beaucoup moins bien. Genre Extreme Ways, parfait.
Genre vraiment parfait. Les autres, voilà, c'est du bon et du moins bon. En fait, je repensais du coup avec la comparaison qu'on avait faite avec Bangalté. C'est que quand tu restitues des samples en live, forcément tu répètes le truc. Enfin, c'est un peu artificiel, quoi. Avec un orchestre, t'as pas l'habitude d'avoir quelque chose de répétitif comme ça, de séquentiel. Et c'est ça qui fait que du coup certains morceaux sont un peu plus faibles que d'autres, je pense. C'est cette restitution qui est pas idéale, quoi. Oui, puis il y a un côté, il y a un Moby très électronique et puis il y a un Moby beaucoup plus orchestral, et les morceaux beaucoup plus orchestraux, forcément. Exactement. C'est plus simple. Bien sûr. Et c'est, en fait, je pense même que c'est le Moby plus électro, plus pop en fait, qui marche mieux. Oui. Parce que la pop et l'orchestre, ça marche toujours très bien, quoi. Mais voilà, globalement très sympathique. Enfin, merci pour l'écoute. Et j'ai été surpris d'entendre Mylène Farmer sur Hyenas. D'ailleurs, on n'entend rien de ce qu'elle dit. Non. J'imagine que c'est volontaire. Mais c'est vrai qu'ils sont potes tous les deux, donc c'est marrant. Mylène Farmer, pardon. J'aimerais bien voir essayer de chercher s'il y a un making of. Parce que j'aimerais bien voir comment c'est enregistré, et notamment si les chanteurs, si Moby est là, quoi, ou si c'est chacun dans son coin, dans un studio. Oui. Parce qu'il y a vraiment un côté très détendu, presque chacun enregistre chez lui, quoi. Tu vois, il y a un côté très album pandémique. Oui, c'est vrai. Et surtout, enfin, lui qui est quand même assez peu sociable, je crois, c'est pas impossible qu'il ait fait cette modalité-là. On l'entend chanter aussi sur certains morceaux, mal parce qu'il chante mal, mais c'est bien qu'il le fasse. Et je sais pas, j'ai l'impression de l'entendre avec les chanteurs. Enfin, je sais pas, je serais très curieux. Tiens, si tu trouves ça, ça m'intéresse. Oui. Mais parce qu'il y a vraiment un côté, je le verrais très bien, descendre au dernier moment au studio, ces grands studios cavernesques là dans lesquels tu mets un orchestre, juste pour ça, et puis sinon se carapater dans son appart. Totalement. Je pense qu'il a une trappe directe, tu sais, il appuie sur le bouton et puis il se casse comme ça. Un ascenseur. C'est ça. Il y a un peu de ça, quoi. Il y a un côté, oui, très... Mais même dans le son, quoi. C'est pas que c'est compressé. Il y a un compresseur. Ouais. Il y a un limiteur. Ouais. Il y a un côté chaleur. Il y a un côté... Faut pas écouter ça sur des enceintes britanniques, parce que sinon, t'entends rien. Là, faut écouter ça sur des enceintes françaises bien aiguës pour balancer. Mais oui, il y a un côté un peu charentaise, quoi. Oui. C'est un orchestre intimiste, je sais pas comment dire. Alors que pourtant, c'est un gros orchestre, quoi. Ah ouais, c'est un sacré Zoro. Ah ouais, putain, ouais. Ouais, non, c'est vraiment marrant. Et chez Gramophone, quoi, donc bon. Il a signé, c'est son deuxième à la Deutsche. C'est... Moi, j'aime bien l'idée. Hein. Ouais, franchement, pourquoi pas. J'allais dire un peu l'autre extrémité du spectre, mais pas du tout. En fait, c'est un peu dans la continuité. C'est pas du tout. J'ai écouté The Love Invention d'Alison Goldfrapp. Alison Goldfrapp qui est la moitié du binôme Goldfrapp, bien connu, qu'on adore, qu'on salue. Il nous écoute. C'est... Pardon, je sors d'une grippe, là, je tousse comme un porc. Hop, alors. Bah moi, bon, j'aime beaucoup de base. De toute façon, j'allais forcément aimer. Je veux dire, j'adore cette chanteuse. C'est un album solo, du coup, son premier album solo. Plutôt solide, électro un peu dansante, ça. Mais le dernier morceau, surtout le dernier morceau, mais enfin de ça et là, on a quand même. Enfin, le dernier morceau est vraiment du pur Goldfrapp, quoi. Genre vraiment du duo, quoi. Et donc c'est un peu comme le groupe a lancé son dernier album, date il y a quasiment 10 ans maintenant, donc ça remonte un peu. Donc c'est une sorte d'album bonus pour ceux qui se languissaient d'une nouvelle sortie, quoi. Et plus j'y écoute, plus je l'aime. C'est vraiment un bon album, je pense. C'est pas parfait, mais elle a su bien s'entourer, je pense. Et ça fait plaisir de l'entendre à nouveau, quoi. En fait, c'est juste, je suis très content de l'entendre à nouveau. C'est un plaisir. C'est marrant ce que tu dis sur c'est du pur Goldfrapp. Ces derniers temps, j'essaie d'écouter moins de nouveautés, tu vois, de retenir un peu le flux du streaming, notamment grâce à Rune qui, avec la navigation latérale, c'est très simple de dire bah tiens, je pars d'un artiste et puis je regarde les autres. Ouais. Et puis là, je sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de me faire une intégrale de Supertramp. Ah, waouh. Pourquoi pas. Excellent Supertramp. Et évidemment, il me proposait à la fin, au fait, il y a Roger Hodgson, quand il est parti de Supertramp, il a enregistré ensuite en solo. Et donc j'ai écouté, il a fait 2 albums en solo, le deuxième est absolument pourri, mais le premier, In the Eye of the Storm, c'est ça, c'est Supertramp.
il est en solo, mais c'est un album de Supertramp. C'est exactement la même chose, quoi. Mais pareil, j'ai complété ma collection de CD de Brad Meldo en allant à la bibliothèque. Non, c'est une blague, c'est une blague. En allant en bibliothèque et en ripant mes CD au sein de la bibliothèque, évidemment, pour bénéficier de l'exception de copie privée. C'est incroyable que tu peux être Anthony des fois. Et tout cela n'est pas du tout un mensonge. J'ai écouté le diptyque Keith Jarrett et Shari Adams, c'est Jasmine et Last Dance. Enfin, des trucs que j'ai écouté 1000 fois, mais que j'avais pas écouté depuis longtemps. C'est pas mal aussi, de temps en temps, bien, de faire ça. Ouais. Cela dit, les amateurs de jazz un peu ouverts d'esprit, parce que quand même... ça existe. devrait écouter dans les nouveautés l'album du pianiste sud-africain Bokani Dayer. Cet album s'appelle Radio Setchaba et c'est très très bien. Et puis enfin, je suis allé voir Pablo Ziegler en concert. C'était le dernier pianiste, enfin c'est le dernier pianiste parce qu'il est encore vivant, d'Astor Piazzolla, qui lui est mort. Et c'est la première fois que je trouve que l'auditorium de Lyon sonne mal. Ils avaient enlevé le couvercle du piano. Et du coup, le son du piano sortait au-dessus du piano. Il n'allait pas vers la salle. Okay. Et c'est dommage parce que quand tu as un piano et que tu as un orchestre autour, c'est facile. Et que le pianiste a 75, 76, 77, 78 ans, je ne sais plus. Même s'il garde une grande virtuosité, au bout d'un moment, ça se perd. Mais enfin, Oblivion ou le Libertango, en vrai, ça fait quand même des frissons. Et du coup, j'ai écouté plein de Piazzolla, notamment... un groupe qui s'appelle Astoria qui s'est donné pour mission d'enregistrer à peu près tout Piazzolla et c'est vraiment très bien. Cool. Faudrait que je fasse un concert si ça me manque. Cette année, on a normalement on fait on fait 6 ou 7 concerts à l'auditorium chaque année. Cette année, on a pris grosso modo une fois par mois, quoi. Ah, c'est génial ça. On est allé fort. C'est très très bien. Il faut profiter du fait d'être dans une ville. C'est tellement important. C'est un des seuls intérêts d'être dans une grande ville. Non, mais c'est pour ça qu'être à Paris ou Lyon ou n'importe quelle autre grande ville pendant le Covid, c'était littéralement l'enfer sur Terre, quoi. Parce que t'avais tous les inconvénients sans aucun avantage. Oui. Terrible. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un orchestre de classe mondiale quand même. Et puis on a quand même des beaux équipements. Et puis même pour le jazz, il y a à Paris évidemment, mais à Lyon aussi, il y a quand même un sacré tas de boîtes et de boîtes à jazz, quoi. Et c'est une chance. Et de temps en temps, il faut aussi se rappeler que, encore une fois, j'adore le streaming. On me fera jamais dire du mal du streaming musical, qui est une énorme chance. Mais de temps en temps, se rappeler que la musique, c'est aussi physique. Et il y a aussi quelque chose qui passe par le... quand tu te prends 120 décibels d'un orchestre symphonique dans la tronche, c'est pas tout à fait pareil qu'un album où tu passes ton temps à monter et à baisser le son en fonction de la dynamique. Ah non, il suffit de cocher la case égaliser le son et c'est bon, hein. Oui. Oui. Lire pour arrêter de raconter des conneries. À part les offres d'emploi, j'ai pas lu grand-chose ces 2 dernières semaines, malheureusement. J'ai rechargé le Kindle qui était déchargé. preuve que je l'ai pas utilisé depuis un certain temps. Terrible. Mais ouais, franchement, c'est pas bien. Je suis pas un bon élève. C'est pas bien. J'en parle sur Zinzolin. Un ami m'avait conseillé de lire la trilogie du Bastan de Dolores Redondo, qui, comme son nom l'indique, est une autrice espagnole, et c'est une trilogie de romans policiers. J'ai lu le premier, j'ai dit oui, pourquoi pas. Je suis allé à Quai du Polar, j'ai dit puisque je suis à Quai du Polar, je vais acheter les 2 autres. Et en rangeant ma pile de livres à lire, j'ai interverti les 2 tomes. Et donc j'ai continué la trilogie par la fin. D'accord. C'est une expérience assez intéressante. T'es complètement perdu, non? Non, et en fait, je voulais tellement lui laisser sa chance que j'étais persuadé qu'elle avait laissé passer. Oh, une ellipse, ok, d'accord. Qu'il y avait une ellipse, qu'elle avait laissé passer du temps. Et je trouvais ça intéressant. Le côté, il y a plein de choses que je sais pas, mais qu'elle dit. Mais en même temps, c'était assez subtil. Il y avait vraiment un côté, tu découvres les omissions au fur et à mesure. C'était pas vraiment, il y avait pas vraiment d'indice que j'avais vraiment raté un tome. Et donc je suis allé au bout en me disant oui, ok, très bien. En plus, ça finit pas sur un cliffhanger, mais ça finit sur littéralement le dernier caractère du bouquin, c'est 3 points de suspension.
Donc je me disais, ça appelle la suite, donc je vais aller ouvrir la suite. Et la suite se passe un an et demi avant. Ou un an avant, donc il y a un côté Okay. Alors, puis là je regarde sur la tranche, oui effectivement, il y en a un qui vient avant l'autre. C'était intéressant, donc je documente ça sur Zinzolin. Je suis en train de lire Cheap War de Chris Miller, qui est une histoire des semi-conducteurs. C'est pas inintéressant, mais je commence à me lasser de ces ouvrages qui avancent par petites vignettes. C'est des chapitres très courts, Okay. et où c'est comme ça... des espèces de petites vignettes. C'est très décousu. C'est un peu comme si plus personne était capable d'écrire une histoire en ayant un minimum de prétention à l'exhaustivité et en ayant un fil narratif. Quoi. Il y a un refus de la narration dans la non-fiction. C'est-à-dire, il y a un refus de l'écriture. C'est presque une compilation de billets de blog. Et j'ai rien contre les blogs, même que j'en ai un. Mais enfin, au bout d'un moment, c'est pas tout à fait pareil qu'un bouquin, quoi. Ah, c'est un bon point, c'est intéressant, ça. Et ça commence à faire quelques livres que je lis comme ça. Et je peux comprendre l'idée, si tu pars du principe que les gens te lisent sur leur téléphone, et qu'ils te lisent comme ça 5 minutes par 5 minutes. Mais enfin, la vérité, c'est que c'est pas comme ça que les gens lisent, parce qu'on les a, les chiffres. En tout cas, ils lisent pas des livres comme ça. Est-ce que tu crois qu'on est dans... qu'on se dirige de plus en plus vers un abandon de l'engagement, une peur de l'engagement en général? C'est-à-dire que genre, je distingue ça du manque de générosité. Je pense pas qu'on soit des générations pas généreuses. Je pense qu'on est généreux, mais par contre, dans l'engagement, j'ai l'impression qu'il y a quand même une réticence. C'est l'épisode combien, Arnaud? Non, mais pas nous on est parfaits, bien sûr. Enfin, nous on... Non, mais combien de fois on va répéter qu'on est des gens affreux et que l'attention a disparu et à propos de l'attention, d'ailleurs, je mettrai le lien vers un billet, un truc Substack. J'allais dire un billet de blog, mais non, une newsletter Substack, parce que visiblement c'est la mode. Qui a un truc, un bon résumé des études récentes sur les adolescents et l'usage du smartphone, et notamment la Sapien Labs, qui est un truc qui s'intéresse beaucoup à la santé mentale, qui a collaté pas mal de données à partir de ces tests de santé mentale, et où clairement c'est très très intéressant, il y a une corrélation directe entre l'âge auquel les gamins ont un téléphone et l'état dépressif quand ils sont adultes, et notamment la dichotomie ou l'écart entre les garçons et les filles. C'est beaucoup plus marqué chez les filles que chez les garçons. Et donc encore une fois, toujours ce truc, l'exposition des filles et notamment des préadolescentes et des adolescentes aux réseaux sociaux, et ce que ça fait sur leur estime d'elles-mêmes, leur image d'elles-mêmes. Et des choses comme ça. Ça commence à faire beaucoup de fumée. Trop de fumée pour qu'il n'y ait pas de feu. À propos d'état dépressif, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Je sens que tu vas être désagréable, Anthony. Avec tes achats. Bon, ok. Je vais t'expliquer. Effectivement, je crois que j'ai traversé un état dépressif pendant 15 jours. Pendant 15 jours. Tu te calmes. Attention, hein. Non, mais on m'a parlé de ma dépression au précédent épisode. Est-ce qu'on peut parler de la tienne? Oh. D'accord. J'adore qu'on parle de moi. Non, ma dépression est protéiforme, c'est ça qui fait son charme. Mais du coup, j'ai renvoyé... j'ai renvoyé... Cet épisode est sponsorisé par Prozac. Je sais pas si on a le droit de dire des noms de médicaments comme ça. Tu sais que c'est pour ça que dans l'Instant X de Mylène Farmer, elle disait Zoprac. Ah. Voilà. Du coup, j'avais racheté une Switch OLED après avoir acheté une Switch OLED et renvoyé une Switch OLED. Et en fait, je suis même pas allé chercher le colis. T'es terrible. Non mais, bon, alors il y a la question budgétaire, c'est vrai, c'est un point, même si je l'avais acheté à un bon prix et tout. En fait, c'est pas une Switch pour moi. C'est genre, tout l'intérêt de la Switch, c'est ce côté rond, attirant et qui pousse à l'utilisation dans tout terrain, si tu veux. Mm-hmm. Et mais est-ce que j'ai pas assez regardé la Switch OLED de près? Je suis pas certain de voir la différence. Enfin, elle est un peu plus grande, mais à part ça. Non, alors la taille est la même,
mais l'écran est plus grand. Ah, c'est l'écran qui est plus grand, oui. Et il est brillant. Mais beaucoup Ouais. plus brillant, enfin vraiment beaucoup plus brillant que l'autre. Et je sais pas, mais moi ça m'intimide de ouf. J'ai l'impression que c'est un objet du coup qui va se rayer beaucoup plus vite, qui est plus fragile. Et l'écran est aussi beaucoup plus... Ah, il y a un côté moins jouet. Totalement. C'est plus un jouet. C'est plus proche de la Ouais, PS5 que de la Switch. Et moi j'arrive pas. Enfin, je sais que, enfin, quand je dis ça, Adrien se fout de ma gueule. Il a peut-être raison, tu vois. Il a raison. Mais ça suffit. Mais t'es censé prendre mon parti. Mais voilà. Mais Non. non, pas du tout. Et ben je vais renégocier ce contrat, ça va pas du tout. Non, mais c'est pas pour moi. Enfin non. Je pensais à un moment faire le Switch, enfin jeu de mots. Oh. Mais pas du tout. Non, c'est pas du tout. J'ai besoin d'un truc justement tout terrain et tout. Pendant que je fais la cuisine, de ça, j'en fous partout, de ça et enfin voilà, c'est tout terrain quoi. La OLED, ce sera pas le même rapport. Le deuxième Donc ça, achat c'est la première partie, voilà. et Voilà. je trouve que tu t'en es plutôt bien tiré. Merci. Je t'en préparer. Je ne sais pas comment tu peux te tirer de la deuxième partie de ce que je vois dans nos notes. Ok, bon, je vais essayer de... Écoute, ok, j'assume. Hein? Et c'est tout, du coup, on peut aller à la section suivante. Oui, Macron aussi assumait Tu les vois, gilets c'est- jaunes, tout ça. Voilà, on dit j'assume et on passe à la question suivante, c'est ça qui est pratique. Non, écoute, j'ai acheté une contrefaçon d'AirPods. Voilà, je m'accuse. C'est la première fois de ma vie que j'utilise l'emoji, les deux yeux qui regardent vers la gauche. Tu vois où on en est? Eh ben écoute, ravi de te permettre d'expérimenter cette joie. Non, écoute, alors, j'aimerais dire qu'il y a une bonne raison, mais il n'y en a pas de bonne raison. C'est que, non, en fait, il y avait une réflexion derrière, mais qui après est partie en couille. La réflexion derrière, qui était initialement pas si mauvaise que ça, mais qui est partie en couille encore une fois, c'est que j'avais eu des AirPods. Pro en l'occurrence. J'ai eu des AirPods normaux au tout début, ensuite des Pro. Et depuis maintenant quasiment un an, je crois, j'utilise les filaires, là, les EarPods. Oui. Et je les aime beaucoup. Sauf quand il y a un petit faux contact à la con. Enfin, bizarrement, la télécommande me fait beaucoup de faux contacts. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Et malgré que j'ai nettoyé le connecteur et tout. Bon. J'utilise beaucoup la version Lightning et Ouais. Parfois tu C'est retires chaud, la non? prise, tu la Ouais. retournes, alors que pourtant la prise Lightning est censée être réversible. Tu Ouais. remets et là ça marche. Non mais c'est absurde, enfin c'est vraiment très bizarre. Et Oui. pareil pour le micro, d'habitude il est très bien, mais des fois pour X raisons, bon peu importe. Excellent micro. C'est le Excellent micro de micro. référence pour nos tests de micro d'écouteurs. Et vraiment très bon au point que enfin oui, j'en ai déjà parlé peut-être. Un pote artiste chante dedans. Enfin, Oui. Non mais j'adore. tu peux enregistrer des podcasts dedans. Ouais. Ce sera mieux que 3/4 ou même 90% des micros d'ordinateur quoi. C'est vraiment impressionnant. Et donc par sérendipité, c'est même pas quelque chose que je cherchais particulièrement, mais je navigue Oui, sur enfin, internet. T'étais quand même sur le site d'une boutique en ligne. Non, c'est venu d'abord sur Reddit. Et avant Reddit, je sais pas pourquoi c'est venu par là, mais non, je crois que j'étais sur Reddit et je Parce tombe que sur... tu es malade, Arnaud. Oui, ça doit être ça. Je vois pas d'autre explication. Mais mais du coup, je tombe sur en fait, il y a tout un Reddit, même plusieurs canaux Reddit qui sont dédiés à la contrefaçon d'objets. Genre, tu peux acheter des objets qui ressemblent à. C'est un délire. Et du coup, ils parlent notamment des AirPods parce que c'est le produit a priori le plus acheté en contrefaçon, tout ça. Et puis ils disent ouais, c'est vraiment pareil, tout ça, parce que ils parlent des AirPods, donc les ouverts, hein, pas ceux qui sont pas les intra-auriculaires, donc les 3 tout ça. Ils disent bah voilà, il manque évidemment le localisé, nanana, mais sinon, enfin c'est vraiment la même qualité, et puis ça coûte 40 balles, ça. Et en fait, au fur et à mesure de fil en aiguille, je dis en fait c'est vrai, juste si ça retire le fil, mais qu'en même temps, enfin j'ai une expérience identique entre guillemets sans j'en avais marre des connexions, des trucs comme ça, enfin avec le fil, enfin des petits problèmes de connexion et tout. Et je dis bon, pour 40 balles on va tester, mais alors le truc, l'expérience est atroce parce que tu dois créer un compte Wise et tout, enfin c'est horrible. Et j'ai passé tellement beaucoup trop de temps là-dessus et j'ai fini par recevoir mes AirPods et je les ai rangés dans le placard parce que bah évidemment c'est très mauvais comme qualité, ça tient pas dans l'oreille et c'est nul quoi, il y a rien qui va. Donc j'ai perdu comme toujours avec la contrefaçon, j'ai perdu l'argent que j'avais mis dedans. Voilà, je regrette un peu quand même.
Je suis conscient de ma faute. Mais, je sais pas, écoute, j'ai tenté, hein. J'ai joué, j'ai perdu. Il me semble que c'était le New York Times qui avait publié un article sur les superfakes. Ouais. Ou notamment beaucoup sur les sacs à main, et où disait ça marche pas pour les marques qui font de la qualité, genre typiquement Hermès. Ouais. Mais ça marche pour les marques qui font de la merde, typiquement Louis Vuitton, ouais. Xiaomi. Ouais. Mais voilà où c'est que Xiaomi. Bah oui, de fait. Oui, de fait. Et où c'est beaucoup plus facile de contrefaire des marques. Ouais. Que de contrefaire. Pas évident. Hein. Que de contrefaire des produits. Donc un sac Hermès, un Birkin, c'est même un super fake. Tu peux voir la différence de qualité. Un sac Louis Vuitton ou un sac Chanel, tu vois pas la qualité. Mais tu l'achètes 3 fois moins cher en Chine. Et je sais que ça marche aussi pour les montres. Il y a pas mal de super fakes, notamment en Chine, toute une industrie autour des pièces Rolex. La récupération de pièces Rolex originales qui sont combinées pour refabriquer des montres Rolex. Extraordinaire. Et au lieu de payer 7 ou 8 000 balles, tu payes 1 000 balles. Et même chose pour quelques marques allemandes. Et je crois avoir vu 1 ou 2 Patek Merde. autour des 5 ou 6 000 balles en superfake, c'est-à-dire en superfake, donc t'enlèves un zéro. Je sais pas si quand même un jour je testerai pas. Tu vois, si tu peux trouver une Rolex pour 1000 balles. Je sais pas si j'ai quand même pas envie de tester un jour. Juste pour voir la mondialisation dans un objet. Mais je crois que c'est aussi c'est le juste pour voir qui m'a convaincu de le faire aussi. Oui, mais c'est le souci. C'est terrible, c'est tout le problème. Évidemment, il y a toute la névrose avant de la recherche, tout ça, et de ce trou noir, voilà. Mais enfin, il y a une fascination. Enfin, vraiment, c'est fascinant. Il faudrait que j'aille faire un tour au musée de la contrefaçon à Paris. Mais dès que j'ai reçu la boîte, j'étais déçu parce que, enfin, ils garantissaient un truc. Alors, tu sais, c'est dans une boîte avec des écouteurs qui ne sont pas ceux qui, enfin, comment dire. Oui. Il y a un suremballage. Oui. Et ensuite, il y a la boîte des AirPods vraiment à la Apple. Et le suremballage fait comme si c'était une autre marque, pour que la douane, je pense, ne dise rien. Et même la boîte, à partir dès la boîte en carton, j'ai su que c'était de la merde. Genre, le carton, tu le touchais, c'était. Ça collait au doigt. Enfin, t'avais la police toute ratatinée, le logo Apple qui bavait. Enfin, il y a rien qui allait, quoi. Les autocollantes pour déchirer derrière qui se déchiraient justement. Enfin, il y a rien qui allait. Le truc est quand même reconnu comme AirPods, mais parce que je pense qu'il y a un tweak logiciel à la con. Et donc, dans une certaine mesure, c'est pris en charge par l'iPhone, ce qui est un peu fascinant. Mais ouais, enfin, ça tombe direct. Enfin, c'est pas ça, quoi. C'est pas ça. On avait commandé il y a quelques années justement des contrefaçons d'AirPods, et là je voudrais commander quelques contrefaçons d'AirPods Max parce que j'en ai notamment vu beaucoup en montant à Paris. À Aubervilliers, il y a beaucoup de gens avec des AirPods Max. Je suis très curieux de leur niveau de vie. Ouais. Et les Apple Watch. Mais non. J'ai reçu des catalogues d'usines chinoises avec des contrefaçons d'Apple Watch Ultra. Non, mais c'est sûr que le système est pourri. Enfin, c'est évident. Oui, le système est forcément pourri, mais je voudrais voir parce que ça peut être intéressant comme expérience. Ouais, ça doit être drôle. Est-ce que tu vas faire un site je veux le fake? Bah écoute, ça tombe bien. J'ai acheté, je t'en avais parlé, un clavier, la Kinesis Advantage 2, donc un clavier séparé, et puis les touches sont arrangées dans une espèce de bol là pour pas toucher les mains. Et le distributeur français de Kinesis m'a baladé pendant bien un mois avec 3 raisons différentes avant de m'avouer qu'il avait plus de stock de pièces détachées. Je voulais changer les capuchons de touche. Sérieux? Parce que le modèle que j'ai acheté d'occasion est un AZERTY et moi je tape en QWERTY. Du coup j'ai essayé un truc différent. Je suis allé sur un site chinois pour acheter des touches en profil DSA. Les DSA c'est tout plat comme des touches d'ordinateur portable. Sur un clavier normal, je trouve ça assez inconfortable pour taper parce que tu peux pas te repérer au profil. Tu sais, les claviers mécanique, tu peux juste avec les doigts savoir où t'es parce que les touches n'ont pas la même forme. Oui. Et donc quand les touches sont plates, c'est assez étrange. Et là, je trouve que ça marche pas mal avec les bols parce qu'en fait, du coup, elles épousent la forme des bols et donc tu sais exactement où t'es dans le bol. Et ce que j'aime bien avec les touches DSA, c'est qu'il y a plein de designs différents, dont beaucoup de designs contrefaits. Et donc là, les touches que j'ai achetées, c'est une contrefaçon des claviers Apple des années 80. Elles sont trop belles en plus, elles rendent super bien.
Elles sont super. Je mettrai une photo. C'est pas fini parce qu'il me manque des touches, mais je mettrai une photo comme jaquette du chapitre. Magnifique. Donc on a tous fait de la contrefaçon. Tous les deux fait de la contrefaçon, je crois, là, cette semaine. J'espère que ton expérience est meilleure que la mienne. Moi, je sais en tout cas que je ne tenterai pas dans ce domaine-là. Écoute, ça marche pas trop mal et surtout, enfin, je m'observe beaucoup utiliser ce clavier parce que j'ai mal aux mains. Et quand j'utilise ce clavier, j'ai moins mal aux mains. Et comme ce clavier te force vraiment à avoir une dactylographie parfaite, parce que sinon tu ne peux pas taper avec ce clavier, quand je retourne sur un clavier conventionnel, là j'ai passé un week-end de 3 jours à taper sur le MacBook Air, je bouge beaucoup moins mes mains. Parce que j'ai retrouvé toutes mes leçons de dactylographie quand j'étais gamin, quand ma grand-mère m'avait appris à taper à la machine. Et donc j'ai moins mal aux mains. Et ne plus avoir mal aux mains après des mois et des années à sentir mes mains de plus en plus faire des griffes et plus pouvoir bouger, c'est quand même agréable. Et en plus, c'est joli, j'ai même une touche qui ressemble au logo d'Apple. C'est tellement joli. C'était vraiment des beaux claviers. Hein. Ouais, c'était sympa. J'aimais bien. Est-ce que tu partages mon amour un peu coupable des LaserWriter? Je sais pas si c'est juste LaserWriter, mais de manière générale du design Platinum, enfin Snow White, avec les rainures. J'ai encore montré à notre nouveau dev là un Apple IIc, puisque c'est la machine avec laquelle j'ai commencé. J'ai une terrible nostalgie pour ce blanc qui n'est pas blanc. Oui. Très légèrement cassé. Ouais. Et tout est texturé. Le plastique est texturé, il y a des rainures partout. Les touches sont pas plates. Enfin, les touches sont plates, mais elles ont toutes des... Oui. Il y a une tactilité. Oui. Ces produits ont envie d'être touchés, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les produits d'aujourd'hui. Alors que, enfin, même l'iPhone, qui pourtant est un produit qu'on a en main en permanence, parfois me fait l'effet du... Je trouve chiant, quoi. Il y a un côté lisse, un côté, oui, bon, d'accord. En fait, tu l'as dans la main parce qu'il faut le tenir, parce que sinon il tombe. C'est ça. C'est parce que t'es le seul rempart entre lui et la gravité. C'est ça. Il nous reste un quart d'heure, du coup. Attends, je voulais parler d'AdobeDC et de Logic. Vrai. Tu me demandais en tout début d'épisode, Anthony, parce que c'était effectivement le début d'épisode, on n'a rien parlé d'autre auparavant. En tout début d'épisode... Chut, spoilers. Non, mais tu me demandais mon avis sur tu me demandais si j'étais hypé, pour la WWDC. J'aimerais dire oui. Non, mais instinctivement, je dirais oui parce que c'est le réflexe, c'est la mémoire des muscles, tu vois, la mémoire musculaire. Je sais pas quel est le terme. Musculaire, c'est ça. Mémoire musculaire, mais parce que y a pas, je rate pas un keynote, tu vois, mais là, c'est pas loin de devenir un non-événement et ça me fait peur, Anthony, parce que j'ai déjà une relation difficile avec ma foi. Si en plus ma foi en Apple faiblit, qu'est-ce que je vais devenir? Un déchet, Anthony, c'est ça la réponse, un déchet. J'ai forcément un regard différent du tien parce que je regarde tout ça comme un journaliste et je suis victime dans mon travail des desiderata d'Apple. On sent clairement, c'est très sensible qu'il y aurait dû avoir un event au printemps. On est d'accord, non? Il manquait un truc. Ouais. Et on a eu une volée d'annonces qui aurait dû intervenir dans un keynote, c'est clair et net. Et le casque de réalité virtuelle, qui va évidemment être annoncé à la WWDC, n'aurait pas dû être annoncé à la WWDC, c'est clair. Et avant qu'on parle de Logic, parce que je sais que tu vas pas pouvoir te retenir de parler de Logic, oui. Un des trucs qui pour le coup est toujours annoncé en mai, c'est annoncé il y a un jour de l'accessibilité, une journée mondiale de l'accessibilité. Ils ont annoncé des choses autour du machine learning et de la manière notamment une fonction pour générer une voix. Donc quand tu, à cause notamment de maladies neurologiques, tu vas perdre ta voix, tu peux enregistrer ta voix et ton iPhone crée une voix de synthèse. Aussi génial que terrifiant. Aussi génial que terrifiant. Et c'est intéressant, des interfaces qui évoluent, une interface simplifiée pour les gens qui ont des besoins cognitifs. Depuis le temps c'est que ça terrible. va dû arriver. Le nombre de fois que j'ai dit je veux des interfaces qui évoluent, je veux voir des usages désirables du machine learning, c'est super. Ouais. C'est terrible, mais c'est super. Ouais. Et c'est uniquement pour l'accessibilité. Je déteste ce que je vais dire. Oh.
mais c'est comme s'il fallait la compassion qu'on peut ressentir envers les personnes porteuses de handicap, et je dis compassion pour pas dire pitié, pour reconnaître leur humanité et proposer une informatique humaine. C'est-à-dire que à ces gens-là, on leur donne des interfaces qui évoluent, on leur donne des usages humains du machine learning, à nous, et je me pointe du doigt en m'excluant des personnes porteuses de handicap alors que oui, mais alors non. Oui, tu pourrais très bien t'inclure dedans. Mais à nous, entre guillemets, on nous refuse ces interfaces évolutives, on nous refuse ces usages désirables du machine learning. Alors évidemment, on va les trifouiller dans les réglages et on va se le faire quand même. Mais c'est quand même terrible qu'il faut oui, cette pitié, merde, parce que c'est de la pitié, quoi, pour se dire non, ce sera quand même intéressant qu'on fasse de l'informatique un peu drôle. Ah, je crois que je suis en total désaccord avec toi. J'adore. Enfin. Je vais essayer d'articuler ma pensée parce que je l'ai pas écrite vraiment. Enfin bon, mais pour moi, enfin, je vois les choses de manière beaucoup plus cynique. Surprise. Surprise. Et cette manière de voir, c'est que l'accessibilité, donc, en tant que telle, c'est la seule, je pense vraiment, la seule vraie contribution de la technologie à l'humanité. Ça, c'est, enfin, une technologie accessible, c'est ça. La technologie n'est noble, en fait, que dans ce cas-là. Mais... Et donc, tout le problème que j'ai avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Oui, finalement, on se rejoint quand même un petit peu. Mais je suis assez persuadé aussi que c'est un cheval de Troie. Que, en fait, la manière de présenter les fonctions accessibles est une garantie comment dire, de hauts principes, de vertus que la technologie peut présenter à chaque moment qu'on la met en doute. Et qu'elle sert aussi à introduire des usages et à justifier des usages qui, ça pour le coup je le répète depuis toujours, mais qui sont des béquilles pour les gens qui savent marcher. Et évidemment, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a beaucoup de cas où en tant que sac de viande, on peut périmer, quoi, et on peut du coup recourir à cette accessibilité après parce que du coup on vieillit, tout ça. Mais je pense vraiment que c'est dans l'intention. La manière d'amener l'accessibilité est tout à fait intéressée et cynique et sert à introduire des choses pour à la fois faire une bonne presse et aussi manipuler mieux, quoi. Mais on est complètement d'accord, Arnaud. Merde. C'est un prétexte. Ouais, c'est ça. L'accessibilité est un prétexte. Ouais. Et ce qui est terrible dans le cas d'Apple, c'est que j'ai aucun doute qu'ils sont sincères. Mais c'est pas parce qu'ils sont sincères que c'est pas un prétexte. Tout à fait. C'est un prétexte très sincère. Et ça me pose des questions pour cette WWDC parce que je le répète depuis quelques semaines à mes collègues, c'est aussi une manière de dire qu'il faut pas compter sur moi pour en parler. Pour la première fois, je vais me retrouver face à un produit Apple que je ne peux pas utiliser. Pas un produit Apple que je ne veux pas utiliser. Il y en a. Oui, Apple Music. Bonjour. Mais un produit Apple que je ne peux pas utiliser. Je suis amblyope, je ne vois pas de l'œil droit, je ne peux pas, j'ai une perception complètement cassée de la profondeur, je ne peux pas utiliser un casque de réalité virtuelle ou de réalité mixte. Et par ailleurs, ça fait malheureusement maintenant plus d'une décennie que j'écris sur le fait que le jour où on prétend réinventer la réalité et me mettre une fausse réalité, un mensonge, disons-le comme ça, devant les yeux, je changerai de carrière. Oui, et c'est déjà pour toi un cas de conscience, j'imagine, enfin c'est pas j'imagine, je sais, l'usage même de l'iPhone est déjà un peu un cas de conscience, donc oui. Ça en devient un développeur ce midi me demandait si je pensais qu'on allait avoir dans iOS 17 une fonction similaire à celle du Magic Eraser de Google. Oh putain. Et où je disais du temps où c'était Schiller, le photographe en chef, c'était clair qu'il y avait une ligne rouge et que il en a parlé plusieurs fois. Les principes moraux de la pipeline de traitement Diffusion, je suis pas sûr que ces principes moraux soient encore valables aujourd'hui. Et donc le jour où Diffusion sera capable d'enlever des choses d'une image, j'arrêterai de prendre des photos avec un iPhone. Et là, on n'est plus dans l'accessibilité, on est dans l'exclusion volontaire. Donc je suis pas forcément, je suis hypé pour la WWDC, mais pour des raisons très
très triste, très négative. J'ai envie de voir comment on va parvenir à la fin de ma carrière. L'appel du vide, quoi. Ouais. Sous quelle modalité? C'est quoi la chronologie? Où est-ce qu'on en est, en fait? Parce que je suis persuadé depuis des années que c'est pas un truc qui va se passer l'an prochain. C'est pour ça que, quelque part, que j'ai été très à l'aise dans l'idée de dire, voilà, Google Glass, l'informatique, c'est bientôt fini pour moi, parce que bientôt, dans ma tête, c'est pas dans 6 mois, bientôt, c'est dans 25 ans. Donc j'ai largement le temps de faire ma carrière. Je serai plus très loin de la retraite. Quoi Quoique. Mais... Et donc, quelque part, il y a une curiosité malsaine pour on en est où? Dans ce pari faustien avec moi-même, on en est où? Donc, je suis hypé, mais pas d'une manière très productive. Alors que Logic et Final Cut, je dois te dire que ça fait du bien d'avoir utilisé ces applications. J'aurais aimé être plus heureux. Je ne te cache pas, en tant que là, j'ai conscience de parler comme un gosse pourri gâté, hein, j'en ai tout à fait conscience, mais j'aurais aimé avoir plus de délices dans mon usage de cette application. Logic, en l'occurrence, j'ai pas essayé Final Cut, ça m'intéresse. Qu'est-ce qui t'empêche de parvenir à ce delight? Plusieurs choses, Anthony, et je suis très heureux que tu m'aies posé cette question. Je te remercie, et c'est important parce que les Français doivent savoir. Les Français doivent. Je vais vous dire, monsieur. Ma carrière va se terminer, mais il faut quand même que je fasse genre, j'interviewe des gens, quoi. C'est très bien. Je pense qu'il faut que tu continues de faire ça. Tout le temps. C'est important. Du coup, il y a plusieurs facteurs. Le premier qui est le plus évident, c'est que c'est une application qui est jeune. Donc sujette à plantage. Il y a plein de petits trucs où tu vois que y a telle fonction qui marche pas, faut relancer le truc, ça plante, ça t'amène à l'écran d'accueil, voilà. Des petites traductions, j'avais envoyé cette capture d'écran de transposition. Des coquilles, oui. Oui, voilà, des coquilles, d'écriture de ça. Bon, voilà, ça c'est rien, c'est de la jeunesse, c'est tout. Mais bon. Je crois que c'est pire dans Final Cut que dans Logic Pro, notamment parce que il n'y a pas de plugin. Dans Final Cut, et il n'y a pas de possibilité sans bidouiller d'exporter, de faire la navette entre le Mac et l'iPad sur Final Cut, alors que c'est le cas sur Logic. Ils ont d'ailleurs mis à jour Logic Mac pour la navette. Mais ce que j'ai du mal à comprendre pour filer justement cet aspect-là, c'est que cette application qui est si ancienne sur Mac. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Du coup, en fait, je comprends que Apple s'y est mis que récemment à travailler dessus. Ouais. Et ce que je comprends aussi, c'est qu'ils l'ont fait avec beaucoup de réticence. Et ce que je comprends enfin, c'est que peut-être qu'ils avaient raison de ne pas le faire pendant tout ce temps. Parce que je me demande quelle est... Pour l'instant, en vrai, je suis pas sûr de voir la valeur ajoutée de Logic sur iPad. Parce que, justement, enfin... il y a des choses très bien. L'usage du pencil, vraiment super idée. Enfin, voilà, plein de choses vraiment bien. Mais en tant que Logic Remote, l'iPad était vraiment un très bon compagnon aussi, quoi. Du Mac. Et là, je trouve ça plus compliqué de créer un morceau que sur, par exemple, GarageBand, où tu fais un début et ensuite tu le mets sur Logic pour continuer, par exemple, tu vois. Donc, l'iPad est plus vraiment un bloc-notes, mais un peu quand même. Enfin, ça pour moi, ça me crée une confusion vraiment énorme sur la place de l'iPad, en fait, dans mon workflow. Et... Oh, t'inquiète pas, il n'y a pas que toi qui est confus sur la place de l'iPad, pardon. Oui, clairement, mais vraiment, je suis très circonspect. En fait, je pense que je pense qu'il faut entre 2 et 5 ans pour que ce soit quelque chose de mature et de vraiment utilisable. Et pour l'instant, je vois pas l'intérêt. Je pense que c'est toujours une affaire d'interface, et je pense qu'il y a le problème d'Apple, quelque part, c'est cette prétention à la pureté chimique. Ah, tellement. Et où, quelque part, il a fallu tuer Clips et tuer, comment ça s'appelait, Music Memo. Oh, il était tellement bien Music Memo musical. Pour avoir Logic Pro. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il ne pouvait... C'est physiquement impossible pour Apple qu'il y ait 12 interfaces différentes pour faire la même chose. On en revient à cette idée fixe que j'ai sur la nécessité que les interfaces se fassent à la main de leur utilisatrice. Et c'est ça le problème, c'est que quelque part, ils refusent que différents types d'utilisateurs puissent préférer différents types d'interfaces. Et donc Logic Pro. C'est ça. Et donc forcément, quand tu prends cette interface qui est conçue pour un écran, à l'époque un écran de 24 pouces, et que tu la mets sur un écran même de 13 pouces, et qu'en plus tu ajoutes des choses spécifiques à l'utilisation sur iPad... En vrai, à leur crédit,
je pense qu'ils auraient pas pu faire beaucoup mieux. Je pense que c'est vraiment un portage quali, enfin voilà. Ah oui. Mais tout le problème, c'est que ça s'appelle Logic Pro, je crois. Ça s'appelle un Logic pour iPad. Ok. Et les attentes sont différentes. Là, c'est Logic Pro. Enfin, du coup, forcément, tu peux pas te dissocier d'un certain héritage et certaines choses. Enfin, il y a des absences et des présences qui posent toutes les deux questions. Et enfin, ouais, c'est beaucoup de confusion. Et je sais pas. J'apprécie d'avoir plus de possibilités que GarageBand parce que dans les plugins, tu peux aller plus loin, c'est plus facile à régler, c'est plus visuel et tout ça. Mais je suis pas encore sûr de. Et puis, enfin. J'avais oublié un truc, mais il y a plus de port jack sur les iPads. Non. Mais pourquoi ? Mais quelle idée de merde ! Et c'est l'une des raisons qui m'a fait acheter un iMac, et c'est la raison principale pour laquelle, là, en ce moment même, on enregistre sur Mac. Non, mais c'est absurde. Parce qu'enregistrer un podcast sur iPad, c'est compliqué. Et d'ailleurs, tu ne peux pas enregistrer un podcast avec Logic Pro sur iPad. Ah non, et puis, enfin, là, j'ai essayé de faire une voix sur mon morceau que je suis en train d'écrire du coup exprès, et en fait, c'est des micros studio, qualité studio super, sauf que tu peux pas tu es obligé de mettre le playback dessus, donc ça sert à rien en fait. Et tu te retrouves dans une situation où la solution la plus simple, c'est d'utiliser ta Scarlett. Exactement, et c'est ce que j'ai fait. Donc un Mac. Exactement. En fait, c'est juste absurde, donc enfin, j'ai pas compris. Mais l'iPad, je comprends plus depuis qu'il y a le trackpad. Mais inversement, le truc sur lequel j'ai bugué, c'est tu peux filmer avec Final Cut Pro. Tu peux filmer avec une application de montage. Tu peux filmer en ProRes avec une application de montage. Tu peux filmer en ProRes avec un contrôle sur la balance des blancs et une molette de contrôle de la mise au point dans une application de montage. Tu veux dire que c'est possible ? Et tu fais, ok, donc ça fait littéralement 15 ans qu'on vous réclame ces fonctions-là dans l'application appareil photo qui a un mode vidéo, et vous me mettez ça dans une application de montage virtuel non linéaire. C'est utiliser un marteau piqueur pour écraser une mouche, quoi. C'est vraiment, enfin... Franchement, la direction sur l'iPad, je comprends pas. Je comprends pas. Sur le Mac, j'ai d'autres questions différentes, mais sur l'iPad, vraiment, je comprends pas. Je crois qu'Apple même ne comprend pas, en fait. Non, et c'est une question enfin, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup boulot sur, encore une fois, sans vouloir revenir sur le casque virtuel, mais ils avaient une idée de l'iPhone et le marché en a décidé autrement. C'est encore une fois, il faut revoir la présentation de l'iPhone. C'est beau parce qu'en fait, l'iPhone est un échec. Totalement. Les trois fonctions qu'il présente, celle qui est la plus applaudie, c'est un téléphone. Ouais. Qui téléphone avec son iPhone. C'est un iPod à grand écran avec des contrôles tactiles qui écoute de la musique de manière active, a besoin des contrôles tactiles sur son iPhone. Et la troisième fonction, qui est la moins applaudie, c'est un communicateur avec une connexion Internet. Devinez quoi. Et là, t'entends les mouches voler dans la salle. Et il se trouve que c'est la fonction la plus importante. Apple ne le savait pas. Le plus important, c'est que c'est en fait un appareil photo avec une connexion cellulaire et un GPS. En tout cas, l'Apple Watch, c'est exactement le même principe. C'est ça. L'Apple Watch, c'est exactement la même chose. Oui. Ils ont 3 fonctions et finalement, il n'y en a plus qu'une seule. Voilà. Qui se souvient de Digital Touch? Ouais. Qui se souvient cette journée où on s'est tous échangé de rythme cardiaque et puis ensuite plus jamais. Qui se souvient je suis encore allé voir, tu avais fait l'ouverture de Colette, je suis encore allé voir les photos que tu avais pris pour nous. Qui se souvient de l'Apple Watch édition en or, quoi, à part comme une blague, à part comme une vaste blague. C'est exactement ça, une vaste blague. Et donc le marché a décidé à la place d'Apple, et je suis persuadé que le marché décidera à la place d'Apple de ce que c'est qu'un casque virtuel, et je suis persuadé que l'idée d'Apple c'est que le marché décide à sa place. Je suis persuadé que en fait, tout le monde a peur de louper le prochain virage. Tellement. Tout le monde a peur d'être Apple face au PC, d'être Microsoft face au smartphone. Ouais. Et donc tout le monde essaie de manifester le prochain virage et de le manifester avec deux choses: l'intelligence artificielle, qui n'est ni intelligente ni artificielle, et la réalité virtuelle, qui ne sera ni réelle ni virtuelle. C'est un très bon point. Et c'est des conjurations, en fait, finalement. C'est ça, on manifeste. Et je suis persuadé que l'idée d'Apple, c'est on va pumper des milliards de dollars et laisser le marché décider. Et je suis persuadé que le marché va décider qu'il s'en tape.
Et c'est peut-être mon moment de Dvorak, c'est peut-être le moment où voilà, où j'aurais manifesté à la fin de ma carrière en montrant que je ne suis plus capable de sentir le marché. Enfin, je suis assez persuadé que tout le monde s'en fout. Il y a moyen. Au fond. Je pense aussi. Et j'ai vu l'échec des crypto-monnaies, j'ai vu l'échec des NFT, j'ai envie de pousser j'ai vu l'échec de Stop Covid. J'avais oublié cette application. Mon Dieu. Contre les ministres et les membres du conseil scientifique qui m'ont pourri sur les réseaux sociaux et par mail. Donc j'ai envie de pousser ma chance jusqu'au bout et de dire que au fond ce produit-là, probablement on s'en fout. Cette incarnation du produit, je suis persuadé que les technologies brique par brique. Évidemment, ça va essaimer, ça sera très fertile à ce niveau-là, bien sûr. Ça sera pas une perte dans l'absolu pour Apple, jamais. Mais tu remarqueras que dans ma progression logique, j'ai laissé de côté un produit. L'iPad. C'est vrai. Et Papy Jobs, il avait une idée. Hein. C'était vraiment, je veux plus grand que mon iPhone. À la fin, c'est qu'en fait, Papy Jobs, il utilisait qu'une seule application sur son Mac, c'est Mail. Ouais. On le sait. Et en fait, il voulait pouvoir avoir un mail en plus grand que sur son iPhone dans son fauteuil. C'est littéralement ça. Et donc l'iPad. Microsoft est arrivé avec la Surface et tout le monde a dit « Ah oui, mais en fait, les gens, ils veulent un clavier et un trackpad sur leur iPad. » Mais quels gens ? Personne. En vrai, quels gens ? À part 3 blogueurs qui se tordent la nouille en mode « J'utilise mon iPad » et astérisque et note de bas de page. Ah oui, et puis en fait, j'ai un Mac mini serveur qui fait tout pour mon iPad. Et la vérité, et on le voit dans les chiffres de vente, c'est que personne n'utilise de tablette. Ce produit n'existe pas. Et on a Final Cut et Logic, qui sont des super apps, mais des super apps pour un produit qui n'existe pas. C'est pas qu'il n'existe pas, mais... Pour moi, c'est Vulcania, tu vois. Ça pourrait être... ça. Ça pourrait être n'importe quel truc, genre cutting edge, ce que tu veux. C'est la meilleure attraction avec des drones, des trucs comme ça. C'est le state of the art, c'est ce que tu veux. Mais c'est au fin fond de l'Auvergne et personne n'ira jamais. C'est super bien Vulcania, mais qui va chez Vulcania ? Qui Mais c'est super bien. Et quels sont leurs réseaux ? Ouais. Ouais, voilà. Mais tu peux pas dire, quand Google met 1 an et demi à faire une tablette et n'a jamais eu d'OS pour tablette, tu peux pas dire que c'est un échec, tu peux pas dire que c'est grave. Google qui vient seulement de se rendre compte qu'il y avait des smartphones pliables 3 ans après. Mais on s'en fout. Qui utilise des smartphones ? J'en ai vu une fois dans ma vie, dans les mains d'une personne normale. Et encore, c'est pas une personne normale, c'est une ancienne pigiste pour Clubic, donc je suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est une personne normale. Enfin, et moi, c'était un kéké qui est un peu trop jeune pour savoir qu'il faut mieux pas acheter ce genre de choses, donc oui, personne. Mais il y a un côté, on a envie on essaie de manifester, et j'ai l'impression que c'est la même chose depuis l'iPad. On essaie de manifester la suite du PC. Et tout le monde essaie de recréer l'éclair iPhone, tu vois, le tonnerre iPhone. Tellement. Et la vérité, c'est que Tim Cook, il est aussi bête que toi et moi, et que lui non plus, il sait pas. Non, personne ne sait. C'est ça qui est merveilleux. C'est juste qu'il a beaucoup plus de milliards de dollars que nous. Un petit peu, bon, c'est un détail. Et puis il se lève plus tôt aussi. Ah putain, oui. Mais je crois qu'il fait des nuits normales quand même, il se couche tôt aussi. Genre, pendant le temps, j'ai cru qu'il dormait que 4 heures par nuit. Non, il fait des vraies nuits. Oui. Il fait des vraies nuits. Mais, non, enfin, c'est peut-être naïf de voir les choses comme ça, mais je pense qu'une grande partie du succès de l'iPhone est toujours pareil. C'est le fait que les gens qui l'ont conçu voulaient l'utiliser. Oui. Et je crois que Tim Cook est un grand sportif et l'Apple Watch, pour lui, c'est ça. Et ça lui ressemble pour ça. Mais la vérité, peut-être, c'est que peut-être qu'on est arrivé un peu à une sorte de ventre mou ou d'impasse, c'est pas encore sûr exactement la position dans laquelle on est, quoi. Mais sur qu'est-ce qu'il faut. C'est-à-dire que genre, c'est des réponses technologiques à des soucis technologiques, tu vois. Genre l'iPhone répondait au BlackBerry et tout ça, enfin voilà. Mais il y avait quand même une base qui avait fait ses preuves. Là, pour le suivi de sport, c'est un peu pareil. Il y en a quand même avant des podomètres, des trucs comme ça. Bon, il y a une partie des gens névrosés qui mesurent leur sport, c'est normal, tu vois. Mais et je dis ça sans aucune moquerie. Je suis névrosé numéro 1, névrosé en chef. Enfin, c'est évident. Je pense aussi que le prochain tournant n'est pas la réalité augmentée comme ça, parce que enfin, ça répond pas ça répond à rien en fait. Non mais
Ça l'est probablement. Je continue à penser que viendra un jour où nos interfaces seront intangibles. Je pense pas qu'on va continuer éternellement à taper sur des claviers mécaniques. Et il va probablement, malheureusement, falloir en passer par un masque de ski avec un... Enfin... mais c'est pas la fin de l'histoire. Et j'ai très très peur des gens qui pensent que c'est la fin de l'histoire. Comme Philippe Muret. Non, mais les gens qui pensaient il y a 3 ans évidemment que tous les smartphones seront pliables. 3 ans plus tard, 99% du marché n'est pas pliable. Et on confond nouveauté et innovation, on confond technologie et produit. Je reviens toujours là-dessus. Ouais. C'est la grande faute de Samsung. C'est-à-dire qu'ils ont plein de problèmes, mais ça, c'en est un particulier. C'est qu'ils ont popularisé. Et je pense que tout le monde a cette sensibilité-là de confondre innovation et futur. Est-ce que tu veux, enfin, d'avoir quelque chose qui se différencie et croire que c'est meilleur parce que c'est différent. Mais parce que la vérité, c'est que Samsung n'est pas un fabricant de produits. Samsung, c'est un sous-traitant qui fabrique des composants. Oui, c'est vrai. Et Samsung ne fait des produits que pour vendre ses composants. C'est ça la vérité. Enfin, au bout d'un moment, il y a, sans vouloir faire de psychologie des entreprises, au bout d'un moment, il y a aussi une psychologie des entreprises. Merde. Et ma question, c'est quoi la psychologie d'Apple à long terme, quoi. Quand t'as des rumeurs qui te disent que Tim Cook et Johnny Ive, ils veulent des lunettes de réalité augmentée, et que 7 ans plus tard, on en est à un masque de ski de réalité virtuelle ou de réalité mixte, à quoi est dû l'écart ? Je suis persuadé que l'écart, c'est 95%, c'est parce que les technologies, bien sûr. Et qu'on en a pour encore quelques décennies. Mais enfin, je crois que les 5%, ils se jouent dans la psychologie, hein, et qu'il y a des gens qui soit pensent que c'est bien de mettre un écran devant ses yeux et de se fermer, de réinventer la réalité et de même plus voir le monde réel. Ils croient vraiment, typiquement Zuckerberg, le métavers. Perdu dans le métavers. Mon Dieu. Il y a ça. Soit il y a des gens, et je pense que c'est le cas chez Apple, qui, encore pire que moi, parce qu'ils sont à l'intérieur, veulent s'aborder ça, parce qu'ils voient le danger. Et je suis pas sûr que tu avais ces forces contraires quand on parle de Papy Jobs qui veut lire des mails dans son fauteuil, Johnny Ive qui veut une montre en or, et Tim Cook qui veut courir avec un bracelet qui soit pas un bracelet Nike. Tu vois ce que je veux dire ? Les enjeux n'étaient pas les mêmes, c'est sûr. Oui. Mais on a Logic et Final Cut sur iPad, donc tout va bien.